Salut à tous, bienvenue sur France Monde. Donald Trump panique alors que Vladimir Poutine l'a maintenant publiquement pris à partie et a lancé un ultimatum visant directement Trump et son régime. Poutine dit en substance que oui, la Russie fournit du renseignement à l'Iran, mais que ce soutien cesserait si les États-Unis coupaient leur appui à l'Ukraine. Politico rapporte que l'offre est simple, la Russie cesserait d'aider l'Iran à cibler des soldats américains, à tuer des Américains et à nuire aux intérêts américains si Washington arrêtait de fournir à l'Ukraine du renseignement sur la Russie. C'est un moment remarquable où la politique étrangère commence à ressembler à un programme de fidélité d'arrière-boutique avec des missiles en prime. Au niveau militaire, les États-Unis rejetteraient cette proposition, même si Donald Trump lui-même n'a pas commenté. Ce silence a laissé des gens partout dans le monde profondément nerveux à l'idée qu'il pourrait encore s'agir d'un accord que Trump envisage. Quand la pièce est en flammes, ce genre de silence ressemble moins à une stratégie qu'à quelqu'un caché derrière le rideau en affirmant que le spectacle est sous contrôle. Ce que Moscou a proposé, c'est un pur donnant-donnant, et Donald Trump a toujours adoré les donnants-donnants. L'offre du Kremlin était la suivante: il cesserait de partager du renseignement avec l'Iran, y compris les coordonnées précises d'actifs militaires américains au Moyen-Orient, si Washington cessait de fournir à l'Ukraine du renseignement sur la Russie. Deux personnes au fait des négociations entre les États-Unis et la Russie ont affirmé que cette proposition avait été faite par l'émissaire russe Kourel Dmitriev à l'émissaire de Trump, Steve Witkoff, et à son autre émissaire, Jared Kushner, lors de leur rencontre à la fin de la semaine dernière. L'argumentaire est presque élégant dans son cynisme: troquer un incendie puis sourire devant la fumée de l'autre. L'existence de cette proposition a suscité une vive inquiétude chez des diplomates européens qui estiment que Moscou tente d'enfoncer un coin entre l'Europe et les États-Unis à un moment critique pour les relations transatlantiques. Et la réponse de Trump ce matin a encore été d'attaquer l'OTAN pendant que la guerre au Moyen-Orient échappe à tout contrôle. Rien ne stabilise autant une alliance que de faire exploser des feux d'artifice dans la salle de contrôle et d'appeler cela du leadership. Son message était que, sans les États-Unis, l'OTAN est un tigre de papier. Il s'est plaint que les alliés de l'OTAN n'aient pas voulu se joindre à la lutte pour stopper un Iran doté de capacités nucléaires, même si, selon lui, le combat avait déjà été gagné militairement avec très peu de danger pour eux. Il s'est moqué d'eux parce qu'ils se plaignent de la hausse des prix du pétrole tout en refusant d'aider à rouvrir le détroit d'Ormuz, qu'il a décrit comme une simple manœuvre militaire et comme la seule raison de ces prix élevés. Puis il a conclu en les traitant de lâches. Dans ce scénario, chaque guerre est facile, chaque risque est minime et chaque facture appartient, comme par magie, à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Donald J. Trump fait en ce moment, traiter l'OTAN et nos alliés européens de lâches. C'est le tour de magie habituel des conférences de presse: frapper les alliés, rebaptiser le chaos et espérer que les caméras confondent le volume avec le contrôle. En même temps, les marchés réagissent très mal à la guerre contre l'Iran, guerre odieuse et illégale menée par Trump. Les investisseurs parient maintenant que l'inflation globale aux États-Unis, au cours des 12 prochains mois, dépassera 5%. La discussion ne porte plus sur une baisse des taux d'intérêt. Elle porte sur des hausses probables des taux à cause de l'inflation que cette guerre désastreuse va provoquer. Il ne serait pas surprenant à ce stade que le pétrole atteigne $200 le baril. L'Arabie Saoudite prévoit déjà au moins $180 le baril. Le marché, lui, contrairement au podium, a tendance à lire les petites lignes. Trump continue aussi de paniquer sur le plan militaire. Comme cela a été rapporté plus tôt aujourd'hui, il envoie davantage de troupes pour ce qu'il a lui-même décrit comme une possible excursion terrestre, même si d'autres appelleraient cela, par son vrai nom, une invasion de l'Iran. L'attention se porte précisément sur l'île de Kharg, dans le nord du golfe Persique, tout près du détroit d'Ormuz. Trump envisage un blocus à cet endroit,
Appeler cela une excursion ne rend pas la carte plus petite. Cela rend seulement la mise en scène plus bruyante. Et il fait cela alors que les alliés de l'OTAN, ainsi que pratiquement tous les pays qu'il a sollicités, refusent de se joindre à lui après que lui et Netanyahou ont lancé cette guerre seuls, sans prévenir personne qu'ils allaient envahir l'Iran. Maintenant, après avoir supplié qu'on l'aide, Trump est dehors à traiter l'OTAN de lâche. C'est la version diplomatique de renverser la table, puis de demander pourquoi personne n'est resté pour le dîner. Ce qui rend tout cela encore pire, c'est qu'il y a à peine quelques jours, Witkoff est allé sur CNBC et a insisté sur le fait que Vladimir Poutine ne partageait pas de renseignements avec l'Iran et que tout le monde devait simplement croire la Russie sur parole. Cela paraît maintenant absurde. Ce régime est dirigé par des menteurs absolus. Au moment même où Witkoff disait que la Russie niait partager du renseignement, la Russie lui disait, semble-t-il directement, qu'elle fournissait du renseignement à l'Iran. Cela aide aussi à expliquer pourquoi l'Iran a été si efficace pour abattre des drones américains Reaper et frapper des actifs énergétiques. La Chine pourrait aussi l'aider. Apparemment, dans cette doctrine, un démenti devient une preuve, pourvu qu'il soit livré avec un visage impassible et un décor de studio. La ligne de défense des alliés de Trump, maintenant, c'est que le renforcement militaire dans la région n'est qu'un levier, que Trump aime garder les journalistes dans l'incertitude, que les États-Unis ne devraient pas révéler ce qu'ils vont faire ni quand ils vont le faire, et que Trump aurait prétendument les meilleurs intérêts du pays à cœur. On affirme qu'il aime les hommes et les femmes en uniforme et qu'il ne les engagerait pas inutilement, et que c'est précisément pour cela que les pays partenaires devraient se mobiliser, que ce soit dans le détroit d'Ormuz ou ailleurs, au Moyen-Orient. Le message, c'est que Trump utilise un levier et que tout le monde s'en portera d'une manière ou d'une autre mieux. La formule ne change jamais vraiment. Envelopper l'improvisation dans le mot levier et espérer que cela passe pour une doctrine. Mais la réalité est bien plus sombre. Ce qui se passe en Iran est une guerre désastreuse et non autorisée. Les troupes américaines peuvent être de premier ordre et peuvent faire tout ce qu'on leur demande, mais la question centrale est de savoir s'il existe seulement un plan, s'il y a une véritable coordination avec les alliés et comment tout cela frappe maintenant les gens chez eux. Il arrive un moment où appeler cela de la force commence à ressembler à un service des relations publiques en train de se disputer avec l'arithmétique. Je peux être reconnaissant envers les troupes qui se sont courageusement mobilisées, qui ont éliminé certains dirigeants et endommagé les armes d'un régime mauvais et oppressif, tout en disant clairement que nous ne savons pas lesquelles des nombreuses raisons avancées pour entrer dans cette guerre sont réellement vraies. Nous n'avons pas de stratégie de sortie. Et il y a maintenant une demande de 200 milliards de dollars au Congrès pour financer cette guerre étrangère au Moyen-Orient. Une telle somme pourrait financer une quantité massive de soins de santé abordables. D'une façon ou d'une autre, les mêmes personnes qui comptent les sous à la maison découvrent toujours une poésie sans limite quand la facture est estampillée outre-mer. Les familles peinent déjà à suivre le coût de la vie. Dans bien des foyers, il reste encore trop de mois une fois que l'argent est fini. Elles ont du mal à payer le loyer, les services publics, les soins de santé et la garde d'enfants. Et maintenant, le prix de l'essence a grimpé de presque $1 le gallon en seulement 3 dernières semaines. Le peuple américain mérite des réponses et il n'en obtient pas. La facture, elle, arrive à l'heure, même quand les explications n'arrivent pas. Non seulement nous n'obtenons pas de réponse, mais nous ne voyons absolument aucun leadership. Michael Watley et le reste du camp MAGA républicain font comme si tout cela était normal pendant que Trump évoque la levée de sanctions contre la Russie, alors même que Poutine dit en substance que si certaines sanctions sont levées, la Russie cessera de fournir du renseignement à l'Iran pour des attaques contre des troupes américaines. Trump sort ensuite et agit comme si rien de tout cela ne se produisait. En même temps, il y a même eu des discussions sur la levée de sanctions contre le pétrole iranien. Tout cela a l'air improvisé, comme quelqu'un qui arrive à un projet d'école secondaire complètement non préparé, sauf qu'ici, il est question de guerre et de paix, de vie et de mort, et Trump, avec les républicains MAGA, traite cela comme un numéro d'amateur.
C'est le genre d'improvisation qui prend un haussement d'épaule pour une stratégie et un slogan pour un bouclier. Michael Whatley ne serait rien d'autre qu'un tampon d'approbation pour Donald Trump. Il dit ce que Trump dit et fait ce que Trump veut. Si Trump se lance dans une guerre étrangère après avoir promis qu'il ne le ferait pas, alors Whatley le soutiendra. En même temps, il essaie de convaincre la Caroline du Nord que les prix ont baissé, que l'inflation a été vaincue et que l'économie se porte à merveille, même si les gens là-bas savent parfaitement que rien de cela n'est vrai. Le scénario est connu, déclarer la tempête terminée alors que les familles sont encore sous la pluie. Whatley a passé des années comme dirigeant partisan du Parti républicain et comme initié de Washington. Il a travaillé au Capitole pour les républicains, est devenu un important lobbyiste pétrolier, a gagné beaucoup d'argent ainsi, a présidé le Parti républicain de la Caroline du Nord et a recruté des candidats de droite comme Mark Robinson, le soi-disant nazi noir qui s'est présenté contre le gouverneur Stein l'an dernier. Il est aussi un négateur d'élections qui continue d'affirmer que Donald Trump a gagné l'élection de 2020. La Caroline du Nord n'a pas besoin d'une telle personne pour la représenter. À un certain point, appeler ce parcours du service public commence à ressembler à une tentative de rebaptiser la fumée en architecture. Et cette course va être serrée. Même avec tout ce qui se passe dans le pays en ce moment, la Caroline du Nord n'a pas élu de sénateur démocrate au Sénat américain depuis 2008, la même année où elle a voté pour Barack Obama. Les sondages montrent que cette course est serrée. La seule manière de faire face à cette administration est de rétablir les freins et contrepoids que les rédacteurs de la Constitution voulaient voir en place. La frustration sur le terrain est bien réelle, mais elle doit être transformée en victoire dans les urnes parce que c'est une course qu'il faut gagner. Quand les institutions sont traitées comme des accessoires de scène, les élections deviennent le moment où le public doit reprendre le script. Même sans cette guerre, la situation économique de la plupart des Américains serait déjà brutale. L'accent serait mis sur la difficulté de la vie pour les gens ordinaires par opposition à la classe milliardaire de Donald Trump, sa classe Epstein. L'accent serait mis sur la façon dont le régime Trump a arraché l'accès aux soins de santé à tant de gens, en Caroline du Nord et ailleurs dans le pays, sur le fait que des gens peinent à payer leur loyer quand ils arrivent à le payer, sur le fait qu'ils sont psychologiquement broyés par une vie de paix en paix, sur la hausse de l'inflation et sur le fait que les tarifs douaniers de Trump contre le monde entier ont été un désastre absolu. Malgré tous les grands discours sur la victoire, la vie quotidienne continue de recevoir le mauvais bout du marché. Même après avoir perdu devant les tribunaux, même après que la Cour suprême a dit non, Trump s'est retourné et a invoqué une autre loi de manière illégale pour imposer des tarifs encore pires. Cela, à lui seul, serait déjà une crise majeure. Puis cette guerre vient s'ajouter par-dessus. Et il ne s'agit pas seulement du détroit d'Ormuz et du pétrole, il s'agit aussi des engrais et de l'hélium et de ce que cela signifie pour les agriculteurs américains. Les agriculteurs disent déjà qu'il leur faudra encore un plan de sauvetage de 12 à 20 milliards de dollars. Parce que le coût des engrais repart à la hausse. Après que Trump les a déjà fait souffrir avec sa guerre commerciale contre le monde, le schéma est d'une efficacité brutale. Casser le plancher, vendre la mop, puis appeler le nettoyage un triomphe. Tout ce qui allait déjà mal semble maintenant aggravé. Pourtant, Whatley et d'autres agissent comme si tout cela était une bonne chose, allant jusqu'à suggérer que les gens devraient dire merci. La phrase d'applaudissement arrive toujours. D'abord, la facture des réparations suit plus tard. La frustration du public ne tient pas seulement au fait que cette administration n'a pas réussi à se concentrer sur ce qu'elle avait promis dès le premier jour, soit faire baisser les coûts. Elle tient aussi au fait que, au lieu de cela, elle se concentre maintenant sur une guerre étrangère qui n'a toujours aucune justification claire. Et cette guerre aggrave la douleur économique. Les tarifs douaniers avaient déjà causé des dommages, et maintenant la guerre ajoute une nouvelle couche d'incertitude parce que personne ne sait à quel point les retombées économiques vont être graves. Voilà ce qui arrive quand gouverner se transforme en point de presse permanent et que les conséquences sont traitées comme un bruit de fond. L'impact est déjà visible à la pompe.
il va aussi apparaître partout ailleurs. Parce que toute entreprise qui doit transporter des biens d'un endroit à un autre va devoir payer plus cher. Et, au bout du compte, ces coûts vont retomber sur les petites entreprises et sur les consommateurs. Les gens vont le sentir directement dans leur portefeuille alors qu'ils peinent déjà à s'en sortir. Et par-dessus tout cela, la vie de courageux soldats américains est mise en jeu. La réalité a une façon bien à elle d'atteindre la caisse, bien avant que la salle de communication n'admette quoi que ce soit. Certaines choses, on peut être bien tournées sur le plan militaire, mais il n'y a toujours aucun signe d'un véritable plan. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des sénateurs et des membres du Congrès prêts à reprendre l'autorité constitutionnelle et à rétablir de vrais freins et contrepoids. Le Congrès doit reprendre son autorité sur le commerce et les tarifs douaniers. Le Congrès doit reprendre son autorité sur les déclarations de guerre. Le Congrès doit reprendre son autorité sur les questions budgétaires. C'est ainsi que le système est censé fonctionner et c'est la seule manière d'aider réellement les gens ordinaires qui sont écrasés en ce moment. Une république ne peut pas être dirigée indéfiniment comme une improvisation télévisée avec des drapeaux en arrière-plan. Ces gens ne sont pas des abstractions. Ce sont des enseignants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à l'épicerie. Ce sont des parents inquiets pour des enfants atteints de paralysie cérébrale qui dépendent de Medicaid et qui sont maintenant menacés par ce grand et magnifique projet de loi. Ce sont des anciens combattants qui ont du mal avec le département des anciens combattants, après les coupes qui ont été faites. Ce sont des propriétaires de petites entreprises qui voient les factures d'électricité grimper autant au travail qu'à la maison. Ce sont eux qui vivent avec les conséquences pendant que les slogans, eux, reçoivent une nouvelle couche de peinture. La vie est déjà dure pour eux. Cette guerre l'aggrave encore. Et le pays a besoin de gens au Congrès américain et au Sénat américain qui comprennent cette réalité, qui reprendront ce pouvoir et qui se concentreront réellement sur l'aide à ceux qui paient le prix de tout cela. Parce que tôt ou tard, même le podium le plus bruyant ne peut plus couvrir un pays qui demande, qui continue de lui envoyer la facture. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. France, Monde vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.